Olivier Weber, bonjour. Bonjour. Vous êtes écrivain, grand reporter, ancien correspondant de guerre. Vous êtes l'auteur d'une trentaine de récits de voyage, d'essais, de romans, sans parler des ouvrages collectifs auxquels vous avez participé. Vous êtes aussi auteur et scénariste de nombreux documentaires. Vous avez été lauréat de très nombreux prix littéraires ou de grands reportages. Vous êtes d'ailleurs président de l'un des plus prestigieux d'entre eux, après l'avoir obtenu, le prix Joseph Kessel. Et de 2008 à 2013, vous avez même été ambassadeur de France itinérant chargé de la traite des êtres humains. Bon, continuer cette liste serait un petit peu long, Oui, trop long. mais on aura justement l'occasion de dévoiler d'autres étapes ayant ponctué votre parcours au fil de cet entretien. Et je voudrais commencer cet entretien par votre actualité la plus récente, votre dernier ouvrage paru qui s'appelle « Naissance d'une nation européenne », réflexion sur la question ukrainienne. Ce livre, il est paru en août dernier. Il revient bien sûr sur l'actualité, mais il fait une sorte de boucle avec le prix Albert Londres que vous aviez obtenu en 1992, il y a 30 ans. Donc. Et précisément à l'époque, c'est pour vos reportages sur la Russie et sur l'Ukraine que vous aviez été primé. Alors, l'Ukraine avait alors gagné son indépendance de l'ex-Union soviétique. Et 30 ans plus tard, la Russie attaque, la Russie de Poutine attaque l'Ukraine. Racontez-nous quand et comment vous avez sillonné l'Ukraine pour en rapporter ce témoignage et vos réflexions. Alors là, pour le dernier voyage, le dernier livre, donc c'était au printemps de cette année, donc 2022, je me trouvais à la frontière afghane avec, donc de l'autre côté, du côté du Tadjikistan, en Asie centrale, avec les combattants d'Ahmad Massoud, qui est le fils du commandant Massoud. Commandant Massoud, qui était le rebelle anti-taliban, qui a été assassiné 2 jours avant les attentats au World Trade Center, et son fils, Ahmad, qui a 33 ans, reprend le flambeau, tant sur la résistance militaire, même si elle est marginale, que civile, on va dire, avec les femmes, entre autres, et les ONG afghanes, qui manifestent, qui font quelquefois aussi de l'action clandestine, de l'éducation clandestine aussi à Kaboul. Et je me suis dit, vu ce qui se passe en Ukraine, mon cœur a été accaparé par cette affaire. Je me suis dit, je vais y retourner, soit pour un livre, soit pour un reportage, mais il n'y avait pas comme ça de ligne tracée. J'en ai fait un livre assez rapidement, donc qui s'appelle « Naissance d'une nation européenne », comme vous le disiez, et qui s'inscrit finalement dans une trilogie à la suite d'un autre livre qui s'appelle « Si je t'oublie Kurdistan », après Massoud, le rebelle assassiné, où je parle aussi du fils et du combat des Afghans anti-talibans, et les Ukrainiens. Et pour moi, il y a des paramètres communs sur la défense des libertés, sur la lutte contre le totalitarisme, sur la lutte pour la liberté d'expression, les droits de l'homme, les droits de la femme, etc. Et donc, oui, donc j'ai sillonné pendant presque un mois l'Ukraine, sur 3500 km, tant à l'arrière que sur au moins 3 lignes de front. D'ailleurs, le livre commence avec, dans une petite ville, sur le bord du Dniepr, en face des Russes, avec les Ukrainiens et le préfet militaire de cette petite ville, s'appelle Nikopol, qui gère la centrale nucléaire de Zaporizhzhia, bien connue, qui est maintenant donc occupée par les Russes. Et le préfet militaire n'est pas du tout un militaire, c'est un chirurgien à qui on a mis une casquette de préfet militaire le jour de la guerre, et qui est plus humanitaire et plus chirurgien dans son hôpital donc, que défenseur de la ville. Mais voilà, et j'ai été très ému de voir les anciens qui avaient participé, on va dire, à l'indépendance de l'Ukraine en 91, mais aussi les jeunes, y compris les jeunes qui ont connu la révolution de Maïdan, c'est 2013-2014, pour contribuer à changer la nature non démocratique du régime. Et puis, encore plus émouvant et surprenant, les jeunes de 20-25 ans d'aujourd'hui qui n'ont pas connu Maïdan, qui étaient adolescents donc à l'époque. Et ceux-là étaient les plus ardents défenseurs de cette liberté d'expression, de ce que j'appelle cette naissance d'une nation européenne, à savoir la défense de valeurs qui nous sont communes. Et ce qu'ils disent, c'est grosso modo, de l'autre côté de cette frontière, qui est la frontière russe officielle, c'est le niveau rideau de fer, c'est la barbarie, c'est le totalitarisme, c'est le manque de liberté qu'on connaît bien, etc. Et nous, au contraire, nous défendons ces libertés. Donc c'est à la fois un voyage avec des portraits, des choses vues, mais beaucoup de réflexions, et ça va de Sénèque jusqu'à aujourd'hui, et en passant par Nietzsche sur la démocratie et la liberté. Oui, justement, c'est ça. C'est un ouvrage que je conseille, d'abord, qui rassemble, vous le disiez, des portraits d'Ukrainiens,
et la parole aussi. C'est ça qui est bien, vous donnez à entendre la parole de ces Ukrainiens, jeunes, moins jeunes, différentes activités. C'est aussi traversé de réflexions philosophiques. Donc effectivement, il y a, on voit Hannah Arendt, Frantz Fanon, des références littéraires, Romain Gary, Zweig, Grossman, Vie et Destin, évidemment. Et de toute cette matière, vous l'évoquiez juste avant, vous en tirez, je ne sais pas si on peut parler d'une thèse, mais en tout cas, l'idée que ce qui court au cours de votre livre, c'est qu'on n'assiste pas à la réintégration forcée d'un État indépendant dans la Russie d'aujourd'hui, mais c'est à la naissance d'une nation européenne. C'est bien de ça qu'il s'agit pour vous, c'est ça? Oui, absolument. Alors il s'agit moins de l'appartenance ou de la volonté d'appartenance de la part de l'Ukraine à l'UE, l'Union européenne, que d'une volonté de défendre ses principes de base. Donc ce combat ou cette lutte pour les libertés a un coût pour les Ukrainiens, mais aussi pour les pays qui les défendent, et je crois que c'est vital, évidemment, même si on risque d'avoir un peu froid, même si on risque d'avoir de l'inflation, même si on risque d'avoir aussi un effet direct ou indirect de cette guerre. Je crois que c'est très important de défendre cette liberté. Et vous savez, vous mentionniez Romain Gary. Je suis parti avec un livre que j'avais lu il y a très 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 longtemps, qui est le premier roman de Romain Gary. Je l'ai emmené avec moi, je l'ai relu là-bas, ça s'appelle Éducation européenne. Et ça a été écrit par Romain Gary lorsqu'il avait 29 ans. Il était combattant la France libre. Il revenait à Londres le soir, dans une base aérienne au sud-ouest, dans le Surrey de Londres, et au lieu de dormir comme les autres aviateurs français ou britanniques qui avaient bombardé l'Allemagne nazie ou la France occupée par les Allemands, il écrivait la nuit. Et ça donne ce roman qui se passe en Pologne, un petit peu en Galicie aussi, la Galicie faisant partie de l'Ukraine d'aujourd'hui. Et il est avec nous sommes dans le livre avec des patriotes combattants donc anti-nazis. Il y a une très belle phrase, il y en a même deux. Une première qui dit, dans la bouche de l'un des héros, ce que nous aura appris cette guerre au moins, et ce que les Allemands nous ont appris, le peu de choses positives, c'est la fraternité dans le monde. Nous sommes des frères, etc. Et dans le contexte du roman, c'est très beau parce qu'ils donnent leur vie, ces patriotes. Et puis deuxièmement, un des héros dit nous ne sommes pas des nationalistes. Pourquoi? Parce que le nationalisme, c'est la haine des autres. Nous sommes des patriotes. Parce que le patriotisme, c'est l'amour des uns et des autres. Et c'est ce que je ressentis en Ukraine. Les Ukrainiens, il y a bien sûr des nationalistes, il y a bien sûr une partie des bataillons, des régiments Azov qui étaient nazis, mais l'immense majorité sont des démocrates, sont des gens qui défendent leur patrie, qui luttent contre l'agression. Et ce que j'ai constaté surtout, qui est encore aussi émouvant, au-delà même des lignes de front, où il y a beaucoup de volontaires civils qui rejoignent la défense territoriale, donc l'armée non régulière, c'est l'arrière. Et vous savez, en 14-18, on disait « l'arrière tiendra ». C'est exactement ça. Les paysans que j'ai vus, les étudiantes, les ingénieurs, les pharmaciens, les médecins, les soudeurs, les électriciens, tous dédient, contribuent à l'effort de guerre. J'ai vu par exemple une femme, une employée de mairie, qui concocte des gilets pare-balles, vous savez quoi, donc avec des vieux vêtements, et à l'intérieur de vêtements, elle met des lames de ressort de voitures ou de tracteurs. J'ai vu un aumônier catholique, parce qu'il y a aussi des catholiques en Ukraine, aumônier de la flotte ukrainienne, qui est évidemment hackée, parce que soit elle est coulée, soit elle ne peut pas sortir. Et l'aumônier qui est au chômage concocte des filets de camouflage, etc., etc. Tout ça avec des associations humanitaires ukrainiennes ou étrangères. Et j'ai trouvé aussi un formidable élan de solidarité. Donc oui, pour moi qui ai couvert une quinzaine de guerres, quand j'étais reporter de guerre, et de l'Afrique au Moyen-Orient et à l'Asie, j'ai trouvé ça relativement inédit, ce soutien entier de la population à un effort de guerre. Il y a une volonté de résister à un agresseur. Vous savez, au 24 février au matin et jusqu'en mars, en avril, on ne donnait pas cher de la peau du régime de Kiev et du régime de Zelensky. On pensait que Kiev allait tomber. Et force est de constater que c'est plutôt les Ukrainiens qui ont repris l'initiative et qui sont en train de gagner. Justement, presque 2 mois après la parution de votre livre, il est sorti au mois d'août dernier, presque 6 mois après votre séjour en Ukraine, c'était au printemps dernier, quel regard, peut-être un petit peu plus précis, peut-être plus à distance aussi, ou peut-être avec les liens que vous avez conservés avec les gens que vous avez croisés, quel regard vous portez sur l'évolution de cette guerre et peut-être ça sur l'évolution, sur l'issue qui pourrait se dessiner. Alors c'est une guerre qui va être très longue, ce qu'on appelle une guerre d'attrition dans le langage militaire, donc une guerre d'usure, où il y a beaucoup d'armes des deux côtés. Il
il y a quand même, contrairement à ce qu'on dit, des capacités russes de recrutement en ressources humaines, même si la mobilisation est faite n'importe comment, il y aura une mobilisation partielle peut-être pas générale, mais même s'ils sont mal encadrés, mal formés, mal nourris, ça peut représenter quand même plus que de la chair à canon, donc les Ukrainiens craignent ça. Bon, il y a l'hiver qui arrive aussi. Et l'issue de la guerre va dépendre pour beaucoup de ce qu'on appelle en anglais, et bien connu des humanitaires d'ailleurs, comme patient fatigue, c'est-à-dire l'usure de la pitié. C'est-à-dire, à un moment, est-ce que l'aide occidentale ne va pas tarir pour plein de raisons politiques, de sanctions ou médiatiques, ou de pression de l'opinion publique. Et là, les Ukrainiens sont beaucoup plus dépendants que les Russes, parce que l'armement est perfectionné du côté occidental, donc alimentant les forces ukrainiennes, mais c'est fragile, parce que si ça s'arrête, il n'y a plus de munitions, et on ne pourra plus alimenter les canons, etc. Et de l'autre côté, il y a quand même des capacités assez importantes de la part de l'armée russe à renouveler des stocks de vieux tanks, même s'ils sont cannibalisés ou en pièces détachées de 2 tanks en faire un, des missiles aussi, même si c'est compliqué parce qu'il n'y aura plus de composants électroniques étrangers, mais aussi des obus. Donc voilà, c'est ça l'inquiétude. Et après, bon, on ne peut pas prédire l'avenir, mais en tout cas en extrapolant l'attitude de Poutine, il y a 2 vecteurs. Il y a le système russe, on va dire, du régime en tant que tel, avec quand même différents piliers, peut-être pas des contre-pouvoirs, ça n'existe pas en Russie, très peu, mais il y a quand même des échanges et des institutions, des piliers. L'armée, le FSB, donc les services de sécurité, dont est issu Poutine, les armées privées de Wagner et de Kadyrov, donc le président de Tchétchénie, où je me suis rendu d'ailleurs avec des humanitaires, et éventuellement des piliers économiques et le reste du complexe militaro-industriel. Et puis après, vous avez le comportement de Poutine lui-même, qui est jusqu'au boutiste, qui a prouvé depuis le 24 février, même avant, depuis le début de la guerre et même avant, donc il ne répond que par des surenchères, une logique de la spirale ascensionnelle, et c'est très 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 dangereux, parce que dans sa boîte à outils, il y a différents outils, mais il y a aussi bien sûr le nucléaire tactique, donc ça fait très peur aux Ukrainiens et même aux Occidentaux. Donc voilà, je pense qu'il y aura un moment, un paradoxe ou une contradiction dans l'utilisation de cette surenchère de la part de Poutine, ou alors au contraire, il va forcer le pas. Donc tout est possible, tout est envisagé par les pays occidentaux. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que la détermination des Ukrainiens est intacte. Elle est même encore plus exacerbée. Je m'explique parce que le 24 février, beaucoup d'experts occidentaux pensaient, et les Ukrainiens aussi, que le régime de Kiev pouvait tomber en quelques jours. Il a résisté, et Zelensky, le président, est resté. Contrairement à certaines options, il est dit d'ailleurs à Biden, j'ai pas besoin d'un taxi, j'ai besoin d'armes. Il n'a pas voulu être exfiltré, sorti de Kiev. Et là aujourd'hui, avec ce qui s'est passé avec le discours de Poutine le 21 septembre, revendiquant donc l'annexion des 4 oblasts, des 4 régions, de Kherson, de Zaporizhzhia et de Luhansk et de Donetsk, et ben ça renforce encore plus la détermination des Ukrainiens à se battre. Et ça sera peut-être pas jusqu'au dernier, mais en tout cas un engagement quasiment total. Et ça, quand vous avez une telle motivation de la part d'un peuple, c'est très difficile de le battre. Et puis deuxièmement, ce que j'ai appris des terrains de guerre, quand je les ai couverts, et quand je les couvre toujours pour mes livres ou mes reportages, un combattant motivé en vaut 3 ou 4 de l'autre côté. Et c'est exactement ça. Et à Liman, quand Liman est tombé, au moment même d'ailleurs où Poutine annonçait l'annexion des 4 territoires, Liman, cette ville, à l'est de Kharkiv, est en train de tomber. Et bien là, certaines unités d'Ukrainiens se sont battues à 1 contre 4. Donc voilà, ça montre qu'ils ont pu gagner malgré cela. Et l'issue de la guerre dépend beaucoup de cette motivation, de cette détermination, de cette audace, parce qu'ils ont de l'audace et de ce courage. Votre itinéraire de reporter, vous avez égrené quelques pays comme cela, mais il suit à peu près tous les pays, votre itinéraire de reporter. Il suit à peu près tous les pays où il y a eu des conflits, des guerres, de l'Érythrée au Timor oriental, passant par le Cambodge, le Soudan du Sud, enfin je ne vais pas faire toute la liste. Mais il y a un pays qui a semblé vraiment vous fasciner et qui semble tenir manifestement une place particulière dans votre trajectoire, c'est l'Afghanistan. Oui. D'ailleurs, vous veniez d'Afghanistan avant d'aller en Ukraine, vous le disiez tout à l'heure. Vous y avez rencontré Massoud, vous avez suivi le combat des Moudjahidines et vous avez observé la montée des talibans jusqu'à leur retour l'année dernière. Qu'est-ce qui explique cette fascination,
si on peut parler de fascination, en tout cas cet intérêt majeur pour l'Afghanistan? Je crois que c'est un pays qui ne laisse pas indifférent. On peut détester, et quand on aime à l'excès, mais il y a rarement d'indifférence. Et je l'ai vu d'ailleurs pour les humanitaires. Et certains humanitaires minoritaires ont détesté pour des raisons sécuritaires ou autres, et l'immense majorité ont aimé passionnément. C'est vrai qu'on est rarement dans le juste milieu, et il faut voir qu'il y a une histoire, alors c'est plein de contradictions cette histoire, mais c'est quand même un pays de la tolérance au départ, un pays de l'hospitalité. Tout ce qui est talibanisme et burqa, ce sont soit des systèmes politiques, soit des comportements importés, ce qu'on appelle le mouvement Deobandi. Enfin, ça vient d'une mosquée au nord de New Delhi, donc en Inde, où il y a donc une forte minorité musulmane, c'est le deuxième pays musulman au monde. Et cela a été importé donc, de toutes pièces en Afghanistan. Et le pays de la tolérance est devenu le pays de l'intolérance très rapidement, avec une hypocrisie de la part des talibans lorsqu'ils étaient déjà au pouvoir lors de leur acte 1 du règne de 1996 jusqu'en novembre 2001, 2 mois après les attentats de New York, et l'assassinat de Massoud. Une hypocrisie totale sur la différence, par exemple, ne serait-ce que pour cela, les dichotomies entre la pureté, moi qui ai vécu avec eux, ce qui revenait tout le temps de mes discussions avec les ministres, parce que je vivais avec eux, donc j'étais même dans leur maison, je dormais chez eux, c'est la revendication de la pureté. Et puis de l'autre côté, la violence bien sûr, et les violences faites aux femmes, ne serait-ce aussi que le trafic de drogue, qui est une autre violence. Vous avez énormément d'héroïnomanes maintenant, donc des Afghans et des Afghanes surtout, totalement addicts à ce qu'on appelle tariaq, c'est-à-dire en persan, tariaq c'est l'opiacé. Mais c'est un euphémisme pour ne pas dire héroïne, c'est l'héroïne, parce qu'après il y a l'opium, la morphine, là c'est de l'héroïne. Et implication totale des talibans dans les micro-économies, il y en a plusieurs de la drogue. Il y a par exemple la micro-économie du 4x4. Un chef taliban est obligé d'avoir un 4x4. La micro-économie, pardon d'être aussi triviale, la micro-économie des femmes, parce qu'un mollah taliban qui se respecte a 4 femmes, c'est-à-dire 4 belles familles. Et il entretient 4 belles familles, donc ça veut dire être possesseur d'un lopin de terre avec du pavot à opium ou pouvoir participer au trafic de drogue. Je suis allé voir, alors j'ai vu tous les ministres talibans sauf Mollah Omar qui ne voulait pas voir de kafir, d'infidèles. Et à un moment, dans un petit village, je n'ai plus le nom en tête, qui est au sud-ouest de Kandahar, j'avais rendez-vous avec le beau-père, l'un des 4 beaux-pères de Mollah Omar, qui a à peu près le même âge que Mollah Omar, enfin à l'époque lorsqu'il était vivant, 40 ans et quelques, parce qu'il était marié à des filles très jeunes. Quoi. Et le beau-père, l'un des 4 beaux-pères de Mollah Omar, faisait pareil, la culture d'opium, du pavot opium pour faire l'opium, pour faire donc réduit à 1/7 ou 1/10, donc de 10 kg d'opium faisant 1 kg d'héroïne, pour faire donc de la poudre blanche et la poudre de mort. Donc grande hypocrisie. Et l'histoire afghane, ce n'est pas ça, au contraire, c'est aussi une histoire de croisement de cultures, de civilisation, et c'est son drame d'ailleurs que d'être au carrefour des anciens empires, l'empire russe, le grand jeu de Kipling, et l'ancien empire britannique, et aujourd'hui on est encore avec des prédateurs autour, ce que j'ai appelé dans mes 3 derniers livres les néo-empires, des anciens empires qui redeviennent des empires, c'est l'empire russe, l'empire chinois, l'empire persan qui redevient un empire expansionniste qui est l'Iran, et l'ex-empire ottoman qui est la Turquie d'Erdogan. Et les Afghans sont soumis à ça. Mais justement, vous vous attendiez à ce retour des talibans à l'été 2021, qui a quand même sonné comme quelque chose de complètement surprenant. Est-ce que vous qui connaissez, qui est depuis longtemps, vous attendiez à ce retour? Oui, je devais me trouver dans le Panjshir avec le fils de Massoud au printemps 2021, et puis on a retardé pour les questions de production des documentaires. Et moi, il y a 2 indicateurs qui me disaient qu'ils étaient en train d'arriver au pouvoir, et c'était pas tant les talibans que les Pakistanais, les services secrets pakistanais qui étaient derrière. C'est d'une part le fait de contrôler les 21 vallées adjacentes du Panjshir, la fameuse vallée du commandant Massoud, qui est en diagonale sur 100 km de long, qui démarre à 1800 mètres d'altitude, qui finit à plus de 4000 mètres, au col d'Anjoman. Et donc ça, c'est une stratégie délibérée des Pakistanais. Puis deuxièmement, le contrôle des principaux postes frontières entre les pays voisins et l'Afghanistan, qui sont tombés les uns après les autres. Il y avait une stratégie délibérée de l'armée pakistanaise et des services secrets. Et puis, je m'y attendais quelque part aussi depuis longtemps, parce que quand Donald Trump a décidé de négocier directement avec les talibans sans passer par la case départ qui était le gouvernement de Kaboul, je trouvais ça très inquiet. Ce n'est pas les accords de paix qui ont été négociés au Qatar à l'époque, ce sont les accords de retrait. C'est-à-dire, on va partir pour des raisons politiques, ne nous tirez pas dans le dos. Mais je trouve ça honteux parce que avec 2500 hommes, les Américains tenaient toute la région.
Il y a 30 000 soldats américains en Corée. Il y en a 35 000 au Japon. Vous vous rendez compte de la péréquation? Avec 2500 hommes, 12 à 15 fois moins, ils tenaient l'Asie centrale. Alors la question, ce n'était pas la pérennité d'une présence occidentale, c'était déjà une erreur dès le départ, après l'intervention de 2001, qui était nécessaire, donc après les attentats de New York et l'attentat contre Massoud, l'intervention était légitime. Mais il aurait fallu armer l'armée nationale afghane, qu'on appelle l'ANA, et se retirer progressivement. Massoud vivant, j'aurais jamais permis ça, pardon. Et c'était une grosse erreur des Occidentaux. Et c'est effroyable parce que je pense que les pays occidentaux n'ont pas appris de leurs erreurs. Et la grande erreur, en l'occurrence, c'était 2003. L'intervention américaine en Irak. L'intervention de Bush Junior, surtout, contre Saddam Hussein. Et la CIA avait dit à Bush, n'intervenez pas, monsieur le président, si on intervient, le pays va imploser. Le pays de l'Irak, donc, en 3 parties, Kurdes, chiites, sunnites. L'Iran se renforcera et on va déstabiliser le Moyen-Orient. Regardez ce qui se passe. Donc on est presque 20 ans après, c'est exactement ça. Les printemps arabes n'ont pas été des printemps arabes. Bachar al-Assad est toujours au pouvoir, l'Iran se renforce, tout le Moyen-Orient déstabilisé. La Libye, qui est un des plus grands hubs, sinon le plus grand hub au monde pour le trafic d'êtres humains. Les migrants qui arrivent sont mis dans des camps. Les migranteux sont pratiquement toutes violées. 95% au moins, d'après les chiffres qu'on a via les ONG, sur le parcours de ces migrantes. Et l'Occident n'a pas été capable de ces erreurs. Et c'est ça qui est un peu effondrant, c'est que la démocratie que nous respectons, et Churchill disait c'est le pire des systèmes et il n'y en a pas de meilleur, les démocraties n'ont pas l'expérience du temps long. On est dans un temps court, politiquement. Les dictatures, elles, ou les néo-empires que je décris dans le livre, ont un temps long. Le temps chinois, c'est un temps de 70 ans, le temps iranien, c'est un temps de au moins 60 ans, etc. etc. Et donc voilà, oui, pour répondre à votre question rapidement, c'était prévisible. Et l'histoire, c'est qu'on donne un pays, clé en main, aux talibans, avec malheureusement l'effondrement d'un rêve pour les femmes et les filles afghanes. Elles étaient, lors du premier règne des talibans, 2% à être alphabétisées. Maintenant, elles sont plus de 25%. Beaucoup ont été scolarisées, beaucoup ont un travail. Il y a beaucoup de propagande de la part des talibans pour dire « mais non, on va respecter l'éducation, on va respecter le travail, l'emploi des femmes ». En fait, c'est totalement faux. Force est de constater qu'elles sont privées de l'éducation et de l'accès au travail. Et donc, c'est un nouvel esclavage. D'ailleurs, la première fois que j'ai entendu ce mot, l'engagement des femmes, c'est un humanitaire afghan francophone qui me l'a sorti, sous le règne des talibans, en disant « nos femmes sont engagées ». Et voilà, je crois on doit aider encore ce peuple à reconquérir sa liberté. Justement, l'Afghanistan, et c'est sans doute pas un hasard, c'est aussi le pays où, durant les années 80, 1980, je parle, l'humanitaire français a vraiment commencé à faire parler de lui, à se structurer aussi. Et vous avez beaucoup croisé la route des humanitaires. Vous êtes même devenu un compagnon de route, comme on dit. Vous êtes l'auteur de French Doctors, l'épopée des hommes et des femmes qui ont inventé la médecine humanitaire, c'est le sous-titre, qui est paru en 1995, on le considère un peu comme la Bible, pour comprendre la naissance du mouvement humanitaire et son développement. Quel regard, vous qui avez suivi cette évolution, vous portez sur l'humanitaire d'aujourd'hui, 30 ans d'humanitaire depuis 1995 et French Doctors? Moi, je dirais deux choses. Alors, oui, ça a beaucoup changé et tant mieux. Et je dirais, votre question est tout à fait opportune sur l'Afghanistan parce que la vraie structuration du mouvement humanitaire français, enfin d'urgence au départ, hein, et qu'il est de moins en moins, c'est l'Afghanistan. Médecins sans frontières a été créé il y a plus de 50 ans, donc en 71, mais la vraie montée en puissance, c'est la guerre des soviétiques, 79-89, où les premiers témoins d'ailleurs de cette guerre à huis clos, c'était des envoyés spéciaux non journalistes, humanitaires, et en fait qui étaient des envoyés spéciaux des femmes, qui ont témoigné, en fait c'était deux médecins de Aide médicale internationale. Et Docteur Laurence. Voilà, absolument, Docteur Laurence, entre autres, et Docteur Capucine. On est toujours dans un vrai engagement, un engagement physique, un engagement de prise de risque, mais un engagement d'accès aux soins pour les populations. Et le dispensaire de ces deux jeunes femmes
qui avait moins de 30 ans, a été bombardé 40 fois et Massoud, qui les protégeait, avait vent par ses espions à Kaboul des intentions de bombardement du dispensaire qui était ciblé. Donc il faisait en sorte que le dispensaire déménage, c'était un hôpital mobile en fait. Et l'Afghanistan a servi aussi de terreau aussi dans le sens du témoignage. Et je crois que l'humanitaire, sous quelque forme que ce soit, médicale, de développement, etc., a une fonction de plaidoyer et de témoignage, et donc de dénonciation, sur les dictatures, sur toutes les carences que peuvent subir les populations, sur les violences, et les violences faites aux femmes, etc. Et je crois qu'on ne peut pas soigner sans dénoncer. Comme disait un médecin assez connu humanitaire pendant la guerre en ex-Yougoslavie, à quoi ça sert de soigner, d'apporter des médicaments, de sauver quelqu'un si le lendemain matin il est bombardé. Donc la fonction d'engagement et de dénonciation est très importante. Et c'était ça l'Afghanistan. Et par rapport à la question sur la transformation de l'humanitaire depuis s'est professionnalisé. C'est bureaucratisé, mais presque au sens administratif et positif du terme, avec des carrières, avec des recherches de financement, avec aussi des opérations de communication qui, pour moi, sont non pas le revers de la médaille, mais qui sont justement l'avers plutôt de la médaille. C'est le développement tout à fait normal d'organisation. Et dans le monde, quand j'étais ambassadeur de France itinérant, je me suis beaucoup occupé de ça et j'ai enseigné aussi cela à Sciences Po pendant une dizaine d'années. Sur la géopolitique, vous avez 3 types d'acteurs différents. Vous avez les États ou les empires, c'est vu comme Babylone et même comme avant. Vous avez depuis un siècle ou un peu plus ce qu'on appelle les OI, Organisations internationales. C'est la Croix-Rouge, le CICR, donc c'est la Société des Nations. Et ensuite, ça a été l'ONU, plus ses satellites. Et puis, troisième paramètre, troisième acteur qui se décompose en 2 sous-acteurs, ce qu'on appelle les acteurs non étatiques. Il y en a 2. Il y en a un qui est très négatif, ce qu'on appelle la CTO dans le jargon de l'ONU et dans les conventions internationales de droit donc, le crime transnational organisé, qu'on peut résumer sous le terme de mafia, et puis après les acteurs non étatiques de l'humanitaire. C'est la société civile. Et j'en connais des centaines par le monde. Il y a donc les ONG du Nord et l'humanitaire ou les ONG du Sud. Et il y a un maillage du monde par des dizaines de milliers d'ONG, quelquefois très petites, quelquefois très grandes, qui luttent contre le trafic de drogue à Ciudad Juárez, au Mexique, qui est une des villes les plus dangereuses au monde. Surtout si on est femme avocate, surtout si on est femme journaliste. Et là, il y a des mères de famille qui luttent contre la drogue, contre les desaparecidos, c'est-à-dire les disparus. Il y a des ONG à Karachi, une des grandes mégapoles au monde, donc la plus grande ville du Pakistan, 20 millions d'habitants minimum, sur une population de 200 millions, où il y a 13 000, on ne sait pas exactement, madrasa, école coranique, dont 4 000 au moins radicales. Et là, il y a des mères de famille, mais aussi des hommes qui se battent pour une éducation laïque. Ils appellent ça des madrasas, mais des madrasas laïques. C'est formidable. Calcutta, des femmes qui luttent aussi contre la corruption ou contre la pollution d'un quartier, etc., etc. Et pour moi, c'est l'avenir du mouvement humanitaire, et c'est peut-être même une partie de l'avenir des relations internationales, que d'aider ces ONG, cette société civile, qui d'ailleurs très souvent est plus que critiquée, elle est pourfendue, elle est matraquée par des pouvoirs dictatoriaux, compte faire la Chine et la Russie en particulier. Et je crois que l'avenir de l'humanitaire, pour répondre à votre question totalement aussi, c'est la capacité du Nord à aider l'humanitaire du Sud. Et la capacité du Nord à produire du Sud, faire de la formation de formateurs, à faire du transfert de ressources humaines et d'expériences. Et voilà, au moment d'ailleurs où le mouvement humanitaire est quelquefois décrié, quelquefois vilipendé pour, entre guillemets, l'exportation de valeurs qui sont les vôtres et les miennes, et pour beaucoup des spectateurs aussi, les valeurs démocratiques, mais quelquefois critiquées parce que ça ne correspond pas aux valeurs confucianistes ou confucéennes de l'Asie ou des valeurs ethnico-tribales de l'Afrique. Et je crois qu'il faut rester justement dans cette dimension de coopération et d'échange de savoir-faire et de compétences avec les pays du Sud. C'est ça l'avenir de l'humanitaire. Et puis pour finir, je vois aussi bien dans les pays occidentaux et dans les villes et dans les banlieues que dans les pays du Sud, l'émergence de jeunes talents humanitaires, mais surtout d'énergie. Encore ce week-end avec Douleurs sans frontières, des jeunes qui sont engagés dans des missions au Mozambique, à Madagascar, en Haïti, au Cambodge, en Arménie, qui reviennent d'Afrique, d'Asie ou d'ailleurs. Jeunes et moins jeunes, parcours différents, expériences différentes, personnalités différentes, mais énergie commune. Et ça, je trouve ça magnifique. Justement, parce que vous c'est une aventure humaine. Ouais, vous l'avez dit très rapidement, vous l'avez cité très rapidement, le nom de cette association, Douleurs sans frontières.
c'est une association récente, dont vous êtes devenu le président, donc un engagement supplémentaire, mais c'est une manière de continuer le compagnonnage, quoi. Oui, absolument, parce qu'il y a le côté observateur ou écrivain engagé, entre guillemets, même, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais voilà, je crois, j'ai moi-même concocté et accompagné des missions dans différentes régions du monde, l'Afghanistan, les routes de la soie, le Kurdistan, l'Irak, etc. Mais c'est aussi l'envie d'avoir les mains dans le cambouis, puis d'aider peut-être aussi l'émergence de ces jeunes humanitaires. Et puis troisièmement, ce champ des possibles qui est le traitement des douleurs. Alors c'est les douleurs physiques, c'est beaucoup les amputés, mais pas que, y compris avec la douleur du membre fantôme. Et en synergie avec des associations comme HI, Handicap International, mais aussi beaucoup les douleurs psychologiques, donc les violences faites aux femmes. Et quand vous parlez de violences faites aux femmes, ou quand on vous parle de violences faites aux femmes au Kurdistan d'Irak, Kurdistan de Syrie, c'est des viols collectifs. Mais j'ai vu des victimes qui ne peuvent même plus parler. Donc là, il y a des thérapies adéquates, il y a des procédés, des traitements. Et voilà, il faut être là, il faut aider, il faut dénoncer aussi. Je crois que c'est très important de dénoncer ce cycle de violence qui recommence sans cesse. Mais nous, c'est à un modeste niveau, parce qu'évidemment, on ne peut pas soigner toutes les douleurs dans le monde, mais ce qu'on fait dans ces missions-là, en tout cas, est efficace. Alors après toutes ces années à parcourir la planète, les pays en guerre, pour faire connaître le sort de ces pays et de leur population, vous avez publié l'année dernière, en 2021, un ouvrage un peu à contre-courant de cette plongée dans les fracas du monde. Ça s'appelle « Au royaume de la lumière », un voyage en Himalaya. Et ça, c'est presque un voyage intérieur dans un pays qui est resté fermé très longtemps aux étrangers, jusqu'en 1992. Oui, c'est ça. Je crois. Ça s'appelle le Mustang. Vous dites que ce voyage, c'était une vieille promesse. On peut en savoir plus sur cette promesse et à qui vous l'aviez faite? Oui, y a deux choses. C'est d'une part l'envie de découvrir ce royaume inconnu, qui est maintenant rattaché au Népal, mais qui était indépendant jusqu'en 92, en tout cas inaccessible à tout étranger, le Mustang, donc, qui est une sorte de réplique du Tibet. C'est un Tibet libre qui est du côté du Népal, du beau côté des montagnes. Il y a des sommets de 6000 et 7000, beaucoup sont encore vierges d'ailleurs. Je ne sais pas gravis parce que je veux préserver ces montagnes sacrées. Et vous avez encore donc l'enseignement du bouddhisme, vous avez encore des monastères, vous avez encore l'enseignement de la langue tibétaine, alors que c'est impossible de l'autre côté de la frontière, côté nord. Et cette enclave donc, a été rattachée au Népal. On est sur des altitudes moyennes de 4000 mètres. La capitale, si elle est encore indépendante, sur la plus haute capitale du monde, l'Omantang. Elle est à 3950 mètres, donc c'est plus haut que La Paz, en Bolivie. Vous avez 900 habitants dans cette petite capitale avec des forteresses aux murs larges de 3 mètres. Et oui, je faisais des expéditions en montagne, haute montagne à 20 ans et ça m'était inaccessible parce que c'était fermé. Donc là, j'avais envie d'y retourner. Puis deuxièmement, il y avait, au-delà de cette promesse, l'envie d'aller voir les Tibétains, puis de me laver un petit peu de ces guerres que j'ai couvertes pour mes livres, même mes romans, et puis pour les reportages de guerre. Et puis le troisième pari, c'était d'y retourner avec un pharmacien, qui a fait l'humanitaire d'ailleurs, et qui est devenu aveugle à cause d'une pathologie qu'on appelle la RP, la rétinite pigmentaire, et qui avait vu de ses yeux vus de voyant le Népal, y compris le Mustang. Il est allé une dizaine de fois dans ces régions du Népal. Et l'idée, c'était que je l'accompagne. Alors j'avais 3 guides, c'est quand même 2 ans de préparation pour les permis de trek, etc. Et puis l'entraînement. J'avais très peur pour Gérard, c'est sûrement Gérard Muller, qu'on appelle d'ailleurs maintenant l'aventurier aveugle. Et en fait, il s'est produit le contraire. C'est pas moi qui l'ai accompagné, c'est lui qui m'a accompagné, même s'il était physiquement encadré par un guide tibétain qui a fui d'ailleurs à pied par la frontière sous le feu des Chinois, le Tibet historique. Et c'est Gérard Muller qui m'a décrit son Mustang, qui m'a décrit les hommes, qui m'a décrit les paysages en extrapolant, en déduisant, en anticipant, avec une sensibilité très forte humainement, puis bien sûr une exacerbation de tous les sens, comme beaucoup d'aveugles. Et puis ça a donné lieu à 2 films, un de 52, l'autre de 26 minutes, et puis ce qui n'était pas du tout prévu, c'était un livre dans la collection Terre humaine de Jean Mallory, et dont l'un des premiers livres était Triste tropique de Claude Lévi-Strauss en 1955, et donc le livre s'appelle Au royaume de la lumière. Donc c'est un récit de voyage sur
la solitude, la marche méditative, parce que nous sommes très solitaires, si on marche 8 heures par jour, on ne se parle pas, on ne se parle que le soir. Et cette sorte de résilience, de méditation par la marche. Et puis en même temps, c'est un paradoxe, puisqu'on allait sur le toit du monde pour être à peu près seul, et en fait, on est très accompagné, parce qu'on est à la frontière chinoise. Il y a ce programme des nouvelles routes de la soie que développe Xi Jinping, le président. Et donc voilà, on est en même temps sur le toit du monde et au centre du monde, avec toute la problématique ou les problématiques de la mondialisation, la convoitise des richesses, les rapports entre cette région du monde et la Chine, l'acculturation ou non des Tibétains, etc. Donc toutes ces thématiques se retrouvent dans le livre où il y a beaucoup d'humour, parce que ce sont des chapitres de 2 pages. Et Gérard l'aveugle a beaucoup d'humour. Ce qui fait que, voilà, il me disait d'ailleurs, oui, on traverse un pont, Olivier, je connais la profondeur, parce que je me rappelle, on me l'a expliqué avant de partir, ou je l'ai lu, je l'ai écouté sur les livres audio, on est exactement à 250 mètres de profondeur en dessous, et moi, Gérard, je préfère ne pas voir, contrairement à toi, Olivier. Donc voilà, il y avait beaucoup d'humour entre nous, et je crois que pour lui, c'était important aussi d'être dans cette marche méditative pour se laver de ce traumatisme qui a été la perte de vue. Alors, lui-même, Gérard, s'est lavé de ce traumatisme. Vous-même, vous disiez que vous aviez eu besoin de vous laver de ces guerres, de cette vision des guerres, des pays en conflit. Après ce voyage, et on pourrait peut-être terminer là-dessus, c'est qu'est-ce que, revenu parmi nous, revenu dans ce monde pas toujours facile, loin de là, qu'est-ce que, en tant qu'écrivain, en tant que grand reporter, qu'est-ce qui vous intéresse encore d'y trouver dans ce monde-là? Je pourrais résumer tous ces besoins, toutes ces attentes, tous ces rêves en un seul mot, l'espérance. Qu'on retrouve dans l'humanitaire, qu'on retrouve dans le mouvement humanitaire des jeunes d'aujourd'hui. Cette espérance d'un monde meilleur, cet optimisme, non pas béat, parce que je pense que, surtout les pays occidentaux, opulents, qui bénéficient toujours d'énormément de richesses et de partage des richesses, plus ou moins égaux, mais peu importe, mais en tout cas il y a quand même un certain nantissement et on ne s'en est pas rendu compte, on était dans un angélisme un peu béat et naïf face à la guerre qui vient, face au monde qui vient, face aussi à la destruction de la planète. Vous savez, c'était une de mes professeurs d'ethnologie, Françoise Héritier, qui disait que l'homme est la seule espèce animale qui est capable de tuer sa femelle. Et c'est vrai, moi j'ai vu ça dans les guerres. L'homme est beaucoup plus soumis au thanatos que la femme, qui est plutôt soumise dans la transmission, l'éducation des enfants, plus dans l'éros que dans le thanatos, toute proportion gardée. Et en fait, c'est Jack London qui disait ça. Et moi, je rajoute un terme, c'est l'homme est aussi l'une des seules espèces animales, sinon la seule, capable de détruire son nid, qu'on appelle l'environnement. Et voilà, donc j'attends beaucoup des jeunes générations, j'attends beaucoup de cette espérance. Et voilà, c'est peut-être aussi le contraire de ce que j'ai vécu avec les guerres, et même avant, par mon propre parcours. Et le monde s'est toujours remis de ces guerres. Et si on regarde les chiffres, il y a moins de morts aujourd'hui. Ça peut paraître étrange aux spectateurs, mais c'est vrai, c'est corrélé. En proportion même, la population mondiale en accroissement qu'au siècle dernier, ou pendant les siècles derniers même. Les guerres sont médiatiques, les guerres sont visibles, on tue beaucoup de populations civiles, et ça c'est terrible. Il y a depuis 1955 à peu près au moins 200 conflits. Il y a pas ce qu'on appelle conflits, mais c'est au minimum 200 conflits de par le monde. Donc en 75 ans, on va dire, vous avez en moyenne, et la proportion s'accroît, 94% de toutes les victimes de ces plus de 200 conflits qui sont des civils. C'est-à-dire que les militaires ne tuent plus des militaires, les militaires tuent des civils. Regardez la Syrie, regardez le Yémen, regardez l'Irak, 500 000 morts, ça c'est que pour l'Irak. Le Yémen peut-être 500 000 morts, on ne sait pas avec les morts indirects. D'où d'ailleurs ce syndrome post-traumatique de guerre, bien connu de 3 tribus au sens ethnologique du terme, les militaires, les humanitaires et les grands reporters ou écrivains voyageurs, quoi. Et sauf que les deux derniers, donc les humanitaires, médecins ou non médecins d'ailleurs, et les grands reporters ou écrivains, vont au contact, voient ce qui se passe, quoi. Et voilà, donc dans l'espérance, il y a aussi la dénonciation justement, et je crois que c'est important. Et plaider pour un monde meilleur, c'est éminemment positif, et je crois malgré cet art, ce mal qui vient et qui continue de sévir, il faut plaider encore pour un monde meilleur. Merci beaucoup, Olivier Weber. Merci à vous.